Bienvenue sur Ici Écho. Les milieux suivants de près les négociations pour un cessez-le-feu entre Israël et Hezbollah s'attendent à un possible accord dans un délai relativement court, après la publication de ce qui a été décrit comme un projet d'accord prévoyant une trêve initiale de 60 jours. Celle-ci impliquerait le retrait des forces israéliennes du territoire libanais durant la première semaine de la trêve potentielle. Par ailleurs, la facture de la guerre continue de s'alourdir avec des pertes économiques en milliards. L'économie nationale chute à un rythme record vers le fond du gouffre, annonçant des catastrophes au niveau économique et social. Selon le président des organismes économiques, Mohamed Echir, les pertes directes du Liban dues au conflit sont estimées entre 10 et 12 milliards de dollars, incluant les pertes des secteurs économiques et les dommages aux habitations et infrastructures. Les pertes d'énergie s'élèvent à 320 millions de dollars et celles de l'eau à 160 millions, selon le ministère de l'Énergie. Au cours de cet épisode, nous nous pencherons sur le déroulement des négociations concernant le cessez-le-feu entre Hezbollah et Israël, ainsi que l'application de la résolution 1701, en plus des pertes directes et indirectes de la guerre pour le Liban, en présence de l'ancien ministre de l'économie et du commerce Alain Hakim. Professeur Hakim, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Bonjour. Donc, je pense que vous avez consulté le projet d'accord de trêve. Peut-on espérer un accord de cessez-le-feu entre Israël et Hezbollah? Il faut d'abord tout spécifier qu'il n'y avait pas d'accord et que ces accords étaient des brouillons qui étaient éparses et qui allaient et qui venaient sans aucune valeur réelle. Et qu'en fait, les intentions étaient claires, que ce soit au niveau des deux protagonistes. On a bien entendu ce qu'a dit Hezbollah à ce niveau, en termes de restructuration, de remise sur pied, de continuation au niveau de cette orientation guerrière. Et du côté, bien sûr, israélien, la même chose, plus ou moins, avec des hauts et des bas, avec des essais de lancer des espoirs qui n'étaient pas très... de faux espoirs, comme on dit. Donc, il était clair que personne ne va arriver à un accord final avant les élections américaines. C'est ça. En tout cas, moi, je vais beaucoup plus loin que ça. Il n'y aura pas d'accord même après les élections américaines, parce qu'il est clair que une fois que les élections auront lieu, il y a une période d'attente. Et cette période d'attente... On a les 100 jours. Voilà, donc, va s'étendre jusqu'à début 2025, pour ne pas dire même beaucoup plus tard. Mais pour vous, quels sont les obstacles rencontrés par l'envoyé américain Amos Hochstein pour parvenir à un accord? Si vous me permettez, d'abord, il faudrait aussi relever le manque total et l'inconscience, le manque total de conscience et l'inconscience de Hezbollah, qui est prêt à brûler aussi toutes les autres régions à part le sud. Donc il y a une attente aujourd'hui de la part du Hezbollah vers encore plus d'agressivité au niveau israélien, qui ira vers une distribution beaucoup plus vaste des opérations militaires sur tout le territoire libanais. Donc, de par ce fait, on s'imagine que le Hezbollah a déjà en tête le fait de sacrifier le Matan, le Kesrouan, Ashrafiyeh, Jbel, Batroun, etc. Il n'a aucun problème à ce niveau-là. Donc ça se voit d'ailleurs de la manière dont il est en train d'agir. Et bien entendu, en face, on a Israël qui ne va pas reculer avant de finaliser ce point essentiel, crucial et vital pour l'État israélien. Vous avez bien mentionné les élections américaines. Pourquoi il faut établir un lien entre les élections américaines et le progrès des négociations au niveau du cessez-le-feu? Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre une seule chose qui est très claire et qui ne fait que le devenir beaucoup plus. C'est qu'aujourd'hui, les protagonistes ne sont pas aujourd'hui les joueurs. C'est aujourd'hui l'Iran qui joue d'un côté, au niveau des négociations américaines, bien entendu. Donc, pour qu'elle puisse avoir un interlocuteur valable, l'Iran ne va pas accepter d'avoir des résultats concrets au niveau du terrain au Liban, qui sont seul terrain d'appui, si nous voulons, pour ces négociations, avant qu'elle ne puisse avoir, donc l'Iran, un interlocuteur valable qui soit en place. Voilà pourquoi aujourd'hui, les élections sont primordiales pour la prochaine période. La question n'est pas là. Si tous les protagonistes sont les États-Unis et l'Iran, et de notre côté Israël et Hezbollah, où sont les Libanais?
Où est l'État libanais? Où sont les citoyens libanais? Où sont nos propres intérêts en tant que pays, en tant qu'État? Donc, il y a un grand aujourd'hui perdant, il y a aujourd'hui un grand manquant à ces négociations. Il y a une table, une chaise complètement vide à cette table, et qui est l'État libanais et le citoyen libanais en premier lieu. Il faut se rappeler ici le dernier discours de Kalibaf, aussi le chef du Parlement iranien, en ce qui concerne les négociations au niveau de l'application de la 1701. Lorsque l'État libanais, avec ses maigres moyens, a essayé de retirer une chaise sur cette table de négociation, on lui a tapé sur les doigts, à travers la venue du Premier ministre iranien, qui se croit être le porte-parole de l'État libanais, et ensuite, bien sûr, même au niveau d'autres responsables iraniens qui ont eu le même discours. Donc, il y a eu un rappel à l'ordre, en particulier à l'État libanais en place, représenté par M. Nabih Berri et M. Najib Mikati, mais M. Nabih Berri en premier lieu, un rappel à l'ordre, comme quoi, attention, l'ordre du jour, c'est nous qui le mettons. Le nouveau secrétaire général du Hezbollah, Naïm Hassen, affirme que le Hezbollah est bien prêt à un cessez-le-feu à des conditions jugées appropriées et favorables pour le Hezbollah, qui, donc, pour ce cessez-le-feu. Dans les conditions actuelles, est-ce que le Hezbollah peut imposer ces conditions? Quiconque écoute ceci comprend l'aberration de la situation. Qui parle de négociation ne parle pas de négociation à base de ses propres intérêts. Aujourd'hui, toute négociation entraîne automatiquement une certaine entente, certains accords bilatéraux entre deux parties protégeant l'intérêt des deux. Quand on vient et on dit je négocie, mais à condition que moi je décide, il n'y a pas de négociation. On est en train ici d'imposer. Voilà pourquoi je retourne à mon idée de départ, comme quoi on est prêt, Hezbollah est prêt à brûler la totalité du restant du pays à ce niveau sans aucun remords. Parce que, bien entendu, encore une fois, la décision n'est pas de lui. La décision est complètement iranienne. Mais aussi, Naïm Hassen est sorti dire que le Hezbollah est prêt à continuer la guerre contre Israël pendant des jours, des semaines et des mois. Mais à quel coût? D'abord, les coûts sont énormes. Deuxièmement, il y a beaucoup de fanfaronnades dans ce qui est en train d'être dit, parce que tout le monde sait, bien sûr, qu'aujourd'hui, la destruction, la démolition des infrastructures du Hezbollah sont de plus en plus avancées. Donc, on est en train de dire simplement pour parler. Donc, ça ne va mener à pas de très grands résultats à ce niveau, sauf entraîner encore plus de destruction massive au niveau d'Israël. La preuve, ce qui s'est passé hier soir. Vous êtes pour la 1701 ou bien pour la 1559? Il faut être clair, ce sont de simples numéros. La 1701 provient de la 425. Depuis la 425 jusqu'à la 1559, jusqu'à la 1680, qui était avant, et ensuite la 1701. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que tous ces numéros? Ce ne sont que des numéros. Le contenu, c'est la constitution libanaise. Le contenu, c'est la logique d'un État souverain. C'est la souveraineté. Voilà, j'allais y arriver. La logique d'un État souverain. Oublions même la souveraineté. Parlons de logique. Bon, une logique mentale, comme quoi un État doit être, en fin de compte, souverain. Donc, État, territoire, frontières, armée, etc. Donc, ce qui est demandé aujourd'hui, c'est la base même de la solidité d'un État que nous exigeons tous. Voilà pourquoi aujourd'hui, il n'est plus question de 1701 ou de 1559. En tout cas, la 1701, elle contient tous ces points à l'intérieur que nous retrouvons à l'intérieur. Le désarmement du Hezbollah. Voilà. Mais vous êtes convaincu qu'un désarmement du Hezbollah est possible? Il est clair qu'aujourd'hui, c'est un pays kidnappé. Et aujourd'hui, le kidnappeur s'appelle le Hezbollah. Et tant que nous allons rester comme ça, il n'y aura aucun moyen d'arriver à une solution. Excusez-moi, quand nous parlons de cesser le feu, qui va l'appliquer? Qui peut l'appliquer? L'État libanais, il n'est pas en guerre. L'armée libanaise, elle n'est pas en guerre. Le citoyen libanais, il n'est pas en guerre. Nous parlons donc d'un cessez-le-feu de qui? Du Hezbollah. Mais est-ce qu'ils sont convaincus que le slogan de l'unité des fronts a détruit le Liban? Si nous recherchons un petit peu qu'est-ce que veut dire une unicité des fronts, nous remarquons en général que d'abord, ça n'existe pas en stratégie militaire. Mais deuxième point, nous savons que nous avons affaire à une résistance. Elle se dit être résistance. Une résistance se fait contre un occupant.
Donc à travers des opérations de guérilla internes, et non pas à travers des tirs de barrage d'un pays à un autre au-delà des frontières. Il n'y a pas eu de résistance à ce niveau-là, de ce genre-là, que ce soit durant la Seconde Guerre mondiale ou durant toutes les périodes de guerre et militaire au niveau général. Donc, quand on parle de résistance contre un occupant à travers des petites opérations ponctuelles et non pas un tir de barrage et de missiles d'un pays à un autre, tout à fait comme une armée le ferait. Ce qui nous fait dire que ce n'est pas une résistance, c'est justement un avant-poste de la milice iranienne. Parlons reconstruction, à quel coût? Nous entendons beaucoup de coûts, si nous parlons du coût économique, nous parlons économique, on entend beaucoup de chiffres. Il faut direct et aussi. Voilà. Mais si nous devons calculer, moi, à mon avis, tout ce que nous allons calculer à ce niveau-là doit être doublé. C'est-à-dire, je donne un exemple. Aujourd'hui, si nous prenons Parlons coût opportunité aussi. Oui, bien sûr. Parlons, le coût d'opportunité, les pertes au niveau des secteurs, les directes, indirectes. Coût du chômage, coût du les coûts non vus. Déplacement. Il y a des coûts que nous ne voyons pas, mais qui vont surgir lors de la reconstruction. Et ça, c'est encore beaucoup plus énorme. Comme par exemple? Tout à fait comme quand on bâtit une maison. On met un budget, on met ce budget, on le dépasse de 2 fois parfois. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de variables que nous ne connaissons pas exactement. Et connaissant la planification de l'État libanais dans son ensemble, on s'imagine que ceci sera triplé par 3. On peut se souvenir comme ça de la fameuse échelle des salaires qui a doublé plus ou moins comme si de rien n'était. Donc si nous reprenons simplement le coût, pour jeter un petit coup d'œil sur le volume, si nous prenons seulement aujourd'hui l'économie libanaise qui est descendue de 55 milliards à 18 milliards, aujourd'hui elle est à 13, moi à mon avis encore moins, nous sommes à 11, donc on a déjà une perte entre 5 et 6 milliards. Et si on prend chaque secteur d'activité qui ramenait, selon les occasions, un certain flux monétaire de l'extérieur, nous remarquons qu'au niveau donc agriculture, on a une perte de 1,5 milliard plus ou moins. Nous prenons aujourd'hui le tourisme et tout ce qui s'appelle restauration, hôtel, etc. Nous remarquons que nous avons une perte de 2 à 2,5 milliards. Donc si déjà on fait un petit total au niveau de certains secteurs... On est devant des pertes... On est devant des pertes de 10 milliards. 10 milliards aujourd'hui directs. À mon avis, nous allons monter facilement à 16, 17 milliards durant cette période. Vous êtes économiste. Quels sont les scénarios possibles pour ce qui reste 2024 et 2025 au niveau croissance, contraction économique, destruction continue des secteurs? Vous dites quoi? Si la guerre continue pour 2 mois, pour 3 mois, pour 6 mois, on s'attend à quoi? Quels sont les scénarios possibles? Le point le plus essentiel dans ça, c'est que ce que nous recevons ne dépasse pas ce que nous sommes en train de payer. D'une manière simple, je simplifie. Donc le déficit est aussi... Laissez-moi continuer seulement. Oui. Ce que nous recevons, c'était d'abord tout, le flux des transferts de l'extérieur, et deuxième point, les occasions multiples que nous avions, dont l'été, la saison d'été, et aujourd'hui la saison des fêtes qui vient bientôt. Donc on avait approximativement entre les deux, à chaque occasion 3 milliards, donc plus ou moins 6 milliards dans le total. Nous les avons déjà perdus. Et il n'y aura pas de rentrée égale à 6 milliards. Il n'y aura pas. Donc déjà l'été, on a perdu dans les 2 à 2,5 milliards, ce qui est énorme. Donc c'est le 3/4 du revenu de cette saison. Aujourd'hui, la saison qui vient aussi, à mon avis, ne sera pas fameuse durant la saison des fêtes. Donc on va baisser aussi de 3, si jamais on a un peu de chance, on dépassera les 1 milliard. Si on a un peu de chance et un peu de calme, automatiquement les pertes sont énormes. Donc on est en train automatiquement de perdre beaucoup plus, parce que la guerre continue, la destruction continue. Les séquelles et les conséquences directes et indirectes de la guerre sont chaque jour présentes, alors que dans l'autre cas, en termes de revenus, ceci n'existe pas. Et quand les citoyens vont directement commencer à sentir les résultats de cette guerre au niveau économique, aujourd'hui, au niveau financier, au niveau monétaire? Il faut être clair, le dollar va pouvoir tenir jusqu'à un certain moment. Jusqu'à aujourd'hui, le gouverneur de la Banque du Liban par intérim essaye de faire de son mieux, ce qui est positif, nous ne pouvons pas le nier. Mais néanmoins, il y a un moment où, n'oublions pas aussi qu'il y a son renouvellement qui arrivera bientôt. Donc, automatiquement, nous allons aboutir à une augmentation du dollar phénoménale. Donc, imaginons que le dollar soit aujourd'hui à 140 000 livres libanaises, ça va être catastrophique sur tout le monde. Aujourd'hui, même si nous continuons avec le même taux,
Aujourd'hui, il y a une multitude de PME, une multitude de très petites entreprises qui ne pourront pas continuer, ce qui va entraîner des licenciements. Et c'est ça le grand danger aujourd'hui que nous encourons tous. Parce que licenciement veut dire beaucoup plus de pauvreté, beaucoup moins de consommation. N'oublions pas aujourd'hui que l'économie libanaise... il n'y a même pas d'économie, mais je dis l'économie libanaise, donc ce qui en reste, tourne autour d'une consommation accrue. On m'a posé la dernière fois une question, me posant la question si jamais les déplacés étaient un apport en plus économique. Regardez où nous en sommes. Les déplacés sont en train de subvenir à l'économie libanaise. C'est incroyable. Donc pour vous dire que on s'accroche à n'importe quoi pour essayer d'améliorer un petit peu ce qui se passe. Vous dites quoi à propos de la gestion de cette crise par ce gouvernement ? Il faut être clair. Le gouvernement d'abord est un gouvernement démissionnaire. Donc il n'a aucune prérogative d'une manière claire. Chacun fait ce qu'il peut de son côté. On ne peut que remercier ceux qui travaillent déjà, malgré que nous n'approuvons pas du tout leur présence, parce que n'oublions pas que c'est un gouvernement démissionnaire qui ne représente pas le Parlement libanais, et c'est clair, on est clair là-dessus. Malheureusement, ils sont là. Donc ils font avec. Certains travaillent beaucoup, d'autres sont complètement néfastes à ce niveau-là. Le Premier ministre fait de son mieux autant qu'il peut, mais bien entendu, il ne possède aucun pouvoir à ce niveau. Encore une fois, il l'a dit lui-même, ce n'est pas lui qui a fait la guerre. Mais aussi, ce gouvernement a bien approuvé le budget 2025. Qu'est-ce qui reste de ce budget ? Non, enfin, nous n'aurons pas, on en a discuté plusieurs fois, j'imagine même sur ce plateau des budgets précédents, on peut répéter la même chose. Le budget de 2025 est une blague. Ce sont des papiers, c'est un ramassis de papiers et de chiffres. Les personnes qui le font sont les mêmes qui ont fait en 2024, 2023, 2022 et les années précédentes. Donc la vision, il n'y a pas de vision. C'est la même orientation numérique, si on veut, arithmétique, qui consiste à prélever simplement des impôts et des taxes sur le citoyen. Comment évaluez-vous les résultats de la conférence internationale d'aide au Liban mais le niveau de représentation et les montants, donc voilà, des aides? D'abord, on ne peut que remercier les États membres, les États qui ont participé à cette conférence d'une manière globale. À leur tête, bien entendu, la France et son président Emmanuel Macron. Ça prouve l'intérêt que l'international a vis-à-vis du Liban. C'est en même temps un moyen de dire clairement que nous voulons préserver le Liban tel qu'il est au niveau de ses frontières actuelles, ce qui est très important, parce que n'oublions pas que nous sommes dans une guerre qui peut mener à l'effritement total du Liban, même à travers son abolition. Donc c'est une manière de remettre les points sur les i concernant l'État libanais, mais néanmoins, il y a des souhaits qui ne peuvent parvenir à aucune solution quand il s'agit de la 1701. Cette conférence a alloué 200 millions de dollars pour l'armée libanaise. Est-ce un message de soutien pour le commandant de l'armée, Joseph Aoun? Il est clair que le soutien international au niveau de l'armée libanaise, qui est la dernière institution, elle et les forces de l'ordre, à tenir tête et à rester en place, bien entendu, à préserver un semblant d'État, nécessite une aide à ce niveau-là. Donc, il est clair que tous les États, en général, au niveau international, ont un appui indéniable à l'armée libanaise, ce qui, bien sûr, conforte un petit peu le citoyen libanais à ce niveau, parce que, encore une fois, s'il y a un démarrage futur, ce démarrage se fera à travers l'armée libanaise dans un futur proche, dès qu'on finira de cette guerre atroce. Vous, en tant que Qatar, vous allez voter Joseph Aoun pour la présidence? Nous, le jour où le Parlement, nous sommes pour d'abord un président de la République, nous sommes pour qu'il y ait des élections présidentielles. Le jour où le Parlement ouvre, nous allons automatiquement nous présenter et voter pour les personnes en place. Maintenant, si la question est spécifiquement sur le commandant en chef... Vous dites quoi à propos du commandant au niveau politique, au niveau de l'armée libanaise, au niveau de la gestion de la crise, etc. Non, l'armée libanaise, encore une fois, est une planche de salut. Et le commandant en chef de l'armée jusqu'à aujourd'hui n'a montré que courage et une valeur exceptionnelle au niveau des fêtes qui ont lieu au niveau du territoire. Donc, on ne peut que lui conférer une appréciation globale vis-à-vis de ce qu'il est en train de faire au niveau du pays. Maintenant, on pourrait demander plus, ce n'est pas ses prérogatives. Les prérogatives seraient politiques. Donc, il fait dans le cadre de ses prérogatives son possible. Plus que ça, bien entendu,
Il a besoin d'une couverture politique. Oui, ça c'est clair. Mais comment rassurez-vous les habitants du sud du Liban que l'armée libanaise est capable de protéger les frontières avec les capacités que possède l'armée libanaise? Nous allons être clairs. Aujourd'hui, quand on parle de l'armée libanaise au sud, nous parlons de 10 000 soldats aujourd'hui sur pied. Demain, ils deviendront peut-être 15 000. Au niveau de la FINUL, nous avons 15 000 soldats. Donc, nous avons 30 000 soldats à la frontière. Et au niveau des capacités? C'est bon pour faire une guerre, Oui. 30 000 soldats. Un. Deux, aujourd'hui, de 1948 à 1967, on n'avait besoin que d'une simple arme de poing pour pouvoir garder la paix au niveau du sud. Israël n'attaquait jamais. Il y avait de petites... de petites agressions limitées, morales, verbales, sociales, mais pas militaires, bien entendu. Nous n'avons jamais subi de bombardement durant cette période, et l'armée libanaise était sur les lieux. Nous avons vu la réaction de l'armée libanaise aujourd'hui, dernièrement, lors de certaines agressions au niveau des frontières israéliennes, la réaction de l'armée libanaise avec de simples armes. Donc ici, il ne s'agit pas d'armes, il s'agit de souveraineté, il s'agit d'aspect légal de la situation. Quand on a face à soi une armée légale, on essaye d'éviter la confrontation, et ceci doit être clair. Si l'armée libanaise était déployée à la frontière... Je peux ajouter sur ce point un point. Oui, certainement. Aujourd'hui, avec tout l'arsenal du Hezbollah, qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. On a eu cette agression, il y a eu une destruction totale du Sud. Donc, les armes n'ont pas protégé le Sud. Pour contrer Israël, il y a deux manières, soit militairement, soit politiquement. Militairement, on ne peut pas, il faut être clair. C'est la 5e armée du monde, c'est une des plus fortes. Les pays arabes le savent, les pays européens le savent, l'Amérique le sait. Aujourd'hui, on doit la contrer au niveau politique. Pour la contrer au niveau politique, on doit être légal. Tant que nous sommes au niveau illégal, on continuera comme nous sommes. Vous êtes convaincu que si l'armée libanaise était déployée à la frontière, Israël aurait-elle attaqué le Liban? Bien entendu, l'armée libanaise, si elle était déjà déployée, n'aurait jamais attaqué Israël, sauf s'il y avait une décision gouvernementale. Et le gouvernement, avant de décider pareille chose, aurait consulté le Parlement, bien entendu. Donc, à mon avis, rien n'aurait eu lieu. Nous aurions été aujourd'hui comme le sont les autres pays arabes qui entourent Israël. Ma dernière question, les inquiétudes grandissent concernant le déplacement. 1,2 million de Libanais ont été déplacés. Craignez-vous des troubles sécuritaires dans certaines régions si la crise persiste? C'est la catastrophe du siècle. Aujourd'hui, le Liban déjà avait une densité énorme au niveau de son kilomètre carré avec les réfugiés syriens. Aujourd'hui, avec les déplacés libanais, cette densité est en train de doubler, plus ou moins. Et il y a nécessité de trouver des solutions, donc le plus rapide, surtout avec la venue de l'hiver. Sur quoi, à mon avis, Israël aussi compte pour augmenter la pression sur les Libanais d'une manière globale. Parce que n'oublions pas que nous sommes tous dans le même bain à ce niveau-là. Donc cette approche, cette catastrophe que nous avons, qui sont les déplacés, peut se transformer en une bombe à retardement. Je ne parle pas au niveau sectaire, je parle au niveau social, personnel. Lorsqu'il y aura moins de ressources, et beaucoup plus de gens. C'est très simple. Durant la préparation de cet épisode, vous m'avez dit que vous êtes aussi pessimiste. Très pessimiste parce que d'abord, je ne sais pas comment nous pouvons tenir encore jusqu'à après les élections américaines. N'oublions pas que l'après des élections américaines n'est pas le 7 ou le 6 novembre. Après les élections, ça va aller 2025. C'est le premier trimestre 2025. Que ça prenne son temps. Bien entendu, la politique américaine ne s'arrête pas, mais il y aura les vis-à-vis des Américains ne vont jamais s'engager dans quelque chose sans avoir en place une structure adéquate de la nouvelle administration. Donc soyons clairs, c'est une guerre de longue haleine. Il est clair qu'Israël veut détruire complètement le Hezbollah, et pour ce fait, ça va beaucoup traîner. Bien voilà, l'ancien ministre du Commerce et de l'Économie, Alain Hakim, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci. Mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.